peux avoir les plus belles idées, Oui. la plus belle vision, Ok. le plus beau concept. Si tu négliges l'exécution, ça sert à rien. Ça a été honnêtement très douloureux. D'accord. Des larmes, des nuits blanches. Tu travailles avec ton mari. Comment c'est de travailler en couple? On a fait un podcast cet été en anglais, justement. Ok. Il a répondu à ma place, il a dit « un cauchemar ». Puis, ton entreprise, elle a fait plusieurs millions de chiffres d'affaires. Ouais. Une robe qui s'appelle la Daphné, Ouais, qui est aux alentours de 10 000. ouais. C'est pas la plus chère. C'est pas la plus chère? Non. Ah, mais c'est laquelle la plus chère? La plus chère, elle s'appelle Universe. Ok. Et elle est à 25 000. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier podcast. Et pour ça, je vous ai ramené avec moi une invitée de qualité. Mais juste avant toute chose, ce que je vais vous demander dans un premier temps, c'est bien évidemment de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Bien évidemment, n'oubliez pas d'activer la cloche pour être au courant des prochaines actus. Sans plus tarder, comme je vous disais, je vous ai ramené avec moi une invitée de qualité. Pour moi, c'est clairement la numéro 1 dans son domaine. Elle est créatrice, businesswoman. Je ne vais pas trop en dire. Je vais la laisser se présenter. Laissez-moi introduire Rim Arodaki. Salut. Rim, comment tu vas? Super contente d'être là. Merci de me recevoir. Mais écoute, c'est tout à mon honneur. En tout cas, moi aussi, je suis très content que tu sois là. Mais écoute, sans plus tarder, est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Alors, je suis Rim Arodaki. J'ai une marque donc éponyme à mon nom de robe de mariée depuis maintenant 15 ans. On célèbre nos 15 ans cette année. Je suis donc créatrice, designer, fondatrice, entrepreneur. Ok. Effectivement, mon manifesto depuis le début, c'est justement de dépoussiérer et de justement perturber un peu ce monde de la robe de mariée qui a souvent été assez traditionnel, assez classique et qui nécessitait un peu comme ça de bousculer les codes. D'accord. Et je me suis différenciée par ça depuis 15 ans. On y reviendra justement juste après. Justement, par rapport à ça, moi, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est de savoir un peu comment tu as grandi. Je me suis renseigné, bien évidemment. J'ai vu que tu as quand même grandi dans un environnement assez artistique, Ouais. dans le sens où tu as une de tes sœurs qui est pianiste. Absolument. Tu as ton papa qui était directeur général de l'Institut du monde arabe. Ouais. Tu t'es bien renseigné. On essaie de bien faire son travail. Super. J'ai vu que ta maman aussi, elle t'emmenait quand même pas mal voir des défilés et autres. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as grandi, dans quel environnement? Et au final, est-ce que cet aspect mode-là, il t'a peut-être pas été inculqué par tes parents? Bien sûr, évidemment. Effectivement, j'ai baigné dans un environnement très culturel. Donc moi, j'ai des parents d'origine syrienne, qui sont syriens, qui sont arrivés en France il y a plus de 50 ans. Ma sœur est née là-bas. Et effectivement, ma sœur avait donc 12 ans quand je suis née et était déjà au conservatoire. Donc, D'accord. Elle se prédestinait à devenir pianiste concertiste. Et la musique et les arts en général étaient effectivement quelque chose de très prédominant à la maison. Bien sûr. Mon père était et est toujours un grand mélomane, un grand fan de culture. Il était lui-même critique littéraire, journaliste. Il a eu un quotidien aussi à une époque avec ma mère, en plus de l'Institut du monde arabe. Ok. Et donc effectivement, tout le côté culturel, politique. Il a bossé dans le cinéma aussi. D'accord. Ah oui, une grande palette. C'était assez vaste. Et c'est vrai que quand ma sœur, il connaissait rien à la musique, et quand il a effectivement mis ma sœur au conservatoire et a vu et a décelé un talent en elle, c'est quelque chose qui est devenu très prédominant à la maison. Bien sûr. Et je suis arrivée justement dans cet environnement-là, avec donc une sœur musicienne, un père fan de culture et une maman très coquette qui adorait la mode, et une sœur par la même occasion qui adorait la mode, et qui justement par la différence d'âge me traînait dans les défilés, les boutiques, etc. Et leur regard justement de femme très coquette et très justement pointu sur le sujet ont évidemment éduqué mon œil, c'est sûr. Ouais. Alors juste pour revenir à un petit détail, vous êtes 3 sœurs, c'est ça? Non, on est 2 sœurs. Ah, 2 sœurs. Ah, on est 2 sœurs. d'accord. Ouais, j'ai une sœur et donc mes parents. D'accord, ok, super. Donc effectivement, forcément, ça a eu un impact, le fait que tu aies baigné dedans, et au final, ça t'a sûrement inspiré effectivement pour ce que tu fais aujourd'hui, c'est ça? Très certainement. J'adorais regarder justement ma mère et ma sœur se changer, choisir des tenues plus que justement, on va dire, audacieuses. Parce que justement, je viens d'une famille orientale. Je pense que
la perception, évidemment, mauvaise perception et mauvaise conclusion, je dirais, c'est de croire que les femmes là-bas ne sont pas coquettes, bien au contraire. Ah ouais, d'accord, ok. Et justement, encore plus sexy et sensuelles que parfois peuvent être les Françaises. Qui vont être plus dans la pudeur. Et c'est vrai que ma mère adorait donc mettre des mini-jupes, être très coquette, mettre du rouge à lèvres, se parfumer. J'ai souvenir justement de tout ça, de ce parfum de Guerlain qu'elle mettait, de ma sœur qui justement, parce qu'elle était dans un milieu... Ça m'a pas mal éduquée aussi parce que je pense qu'elle était dans un milieu très classique. La musique classique, c'est quand même très traditionnel. Bien sûr. Et même la façon dont on s'habille au concert, par exemple, elle était concertiste. Et donc, quand elle allait jouer à Playel ou dans d'autres salles, c'est vrai que la tradition veut que tu t'habilles de manière assez classique. Elle a toujours eu des choix assez audacieux. Elle allait prendre en vente privée des robes Mugler, Montana, etc., en cuir et tout. Elle a tenté des choses, même pour ses couvertures de disques, qui étaient toujours très inattendues. Et je pense que tout ça, toute cette audace qui faisait partie inhérente de ma famille, ils sont rebelles de base. Et je pense que je le suis devenue par la même occasion, tu vois. Ouais, exactement. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on peut penser effectivement que culturellement, effectivement, il peut y avoir une certaine idéologie par rapport à certaines façons de penser, certaines façons de s'habiller. Ouais. Et au final, je me rends compte que déjà, là, ta famille était en train de un peu, on va dire, casser déjà des codes, de manière générale. Ouais. Donc, peut-être qu'indirectement, cet aspect-là de casser des codes, toi, tu l'avais déjà en toi et que c'est venu tout naturellement aussi. J'en ai parlé 4 ans chez ma psy, je te jure, c'était pas inconscient, je pense, mais c'est même hyper assumé. Effectivement, je m'en suis aperçue quand... quelques années après avoir fondé la marque. Ouais. D'accord, ok, super intéressant. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Pour revenir du coup à la mode, j'ai vu aussi que tu avais fait une école de mode. Ouais. Alors pour être transparent avec toi, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu vois là-bas et toi, au final, comment t'en ressors de cette école-là? Qu'est-ce que tu as appris au final? J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai donc été dans une école qui s'appelle la Chambre syndicale parisienne. Ok. Qui est une très belle école qui aujourd'hui a fusionné avec l'Institut français de la mode, l'IFM. C'était pas le cas à l'époque. À mon grand désarroi, parce que justement l'IFM apporte ce côté business que je n'ai pas pu apprendre à l'école. L'avantage en revanche, c'est que j'ai appris ce qu'était le beau, le bien fini, le bien fait. Et je savais pas couper un vêtement, je ne savais pas coudre un vêtement. Je ne savais pas ce que c'était construire un vêtement. Je savais juste dessiner. J'avais une passion pour justement collecter, faire des looks, découper dans les magazines et faire mon mix and match. Mais je ne savais pas construire un vêtement. Je ne savais pas ce qu'était une belle finition, la haute couture telle qu'on se l'entend en France et à Paris. Et c'est une école ancestrale. Enfin, elle existe depuis... Jean-Michel a été là-bas, Saint-Laurent a fait ses armes là-bas. Enfin, vraiment, tu as des très beaux noms qui sont passés par là. C'est une école assez réputée, quoi. Absolument. Et enfin, c'est la meilleure à Paris. Ah ouais, comme ça, en tout cas, je trouve que techniquement, c'est la meilleure. Et je trouve que c'est celle où je pense que c'est cette école qui m'a appris justement ce sens du très bien fini. Excuse-moi, juste pour revenir à ça, toi, qu'est-ce qui te fait... Enfin, pourquoi tu te dis à ce moment-là, je vais faire une école de mode? Est-ce que tu as peut-être été influencé par tes parents ou est-ce que c'est toi, naturellement, qui t'es dit, c'est quelque chose que j'aime et je vais aller, moi, directement dans ce schéma-là? À vrai dire, depuis l'âge de 7-8 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais devenir styliste. D'accord. En fait, dès lors où j'ai appris ce que voulait dire ce mot, j'ai commencé à regarder mes premiers défilés à la télé. Et j'ai demandé à ma mère, mais qui sont ces gens? Qui font ça? D'accord. Elle m'a dit, ce sont des créateurs de mode... ou styliste, on appelle ça comme ça. Et j'ai dit, OK, c'est ça que je veux faire. Wow. Et j'ai dit ça très jeune, en regardant les défilés de Christian Lacroix, de Karl Lagerfeld, etc. Enfin, tous les grands noms des années 90. Et donc, je me suis mis en tête directement, dès cet âge-là, de dire, OK, moi, je vais faire collège et lycée, mais uniquement pour avoir mon bac et uniquement pour accéder à cette école-là. D'accord. Donc, tu as fait collège-lycée et direct après le bac. Alors, j'ai fait 2 ans d'école d'art appliquée, pendant lesquels aussi mon père m'a un petit peu testé en disant, OK, tu veux faire ton école de mode, c'est quand même une école payante. On va tester ta motivation bien sûr. Et tu vas contribuer aussi à la financer. D'accord, OK. Il m'a un peu mis à l'épreuve et du coup, j'ai eu des petits boulots pendant ces 2 années d'école art appliquée. OK. Et j'ai mis de l'argent de côté. Très entrepreneurial déjà. Déjà, voilà. T'avais quel âge là? J'avais 18 ans. OK, donc déjà à 18 ans, toi, t'es déjà dans l'optique de te dire,
tu veux faire une école de mode et tu commençais déjà à travailler, mettre des sous de côté pour financer déjà ton école. Et la co-fonder, quoi. Exactement. Mais à ce moment-là, tu avais déjà une idée en tête de là où tu voulais aller? Ouais, je savais déjà. D'accord. Ouais, je savais déjà qu'un jour j'aurais ma marque. J'ai toujours su. Ok, donc ça déjà c'était déjà ancré. C'est pas quelque chose qui est venu avec le temps. Non. Déjà dès bas âge, tu savais déjà où tu voulais aller. Ouais. Par contre, je voulais bosser pour les autres d'abord pour faire mes armes et apprendre. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Justement par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous expliquer après la suite de ton parcours professionnel, après cette école de mode? J'ai vu que tu avais travaillé aussi chez Sonia Rykiel. Qu'est-ce que tu as fait par la suite? Alors, chez Sonia Rykiel, donc, je suis rentrée d'abord en stage. J'y étais de manière alternée avec l'école pendant ma 2e et ma 3e année. Et ensuite, j'ai été embauchée là-bas pendant 2 ans. Donc, au total, ça fait presque 4 ans là-bas. Quand tu joins mes stages. J'étais d'abord au studio, chaîne et trame et maille. Et ensuite, je suis passée aux accessoires. D'accord. Où j'ai surtout observé. J'ai pas nécessairement dessiné. Là-bas, j'étais assistante, styliste. Mais j'ai observé, j'ai assisté à tous les fittings, j'ai construit comment une collection, enfin j'ai observé et appris comment une collection se créait, se construisait, un plan de comment justement on préparait un défilé, un shooting, etc. L'aspect commercial aussi derrière tout ça, l'aspect prix, l'aspect prod. Et donc, j'ai pu observer tout ça pendant mes quelques années là-bas. Ok, donc déjà, en fait, en allant là-bas, tu avais déjà peut-être un avant-goût de ce que toi, peut-être, tu allais pouvoir mettre en place par la suite. Et donc, tu mets déjà un pied dans un univers quand même qui est assez vaste. Et franchement, je pense que ça a dû être un bagage pour toi. Hyper enrichissant. Hyper enrichissant. Ouais, c'était génial. Et puis... Vraiment, j'y étais à l'époque où Sonia était là. Elle était encore vivante. Bien sûr. Et regarder Sonia travailler, c'était juste extraordinaire. J'en doute pas une seconde. Ok, super intéressant. Du coup, pour revenir sur ta marque, à quel moment ça se met en place? Est-ce que tu peux nous expliquer les étapes pour qu'à un moment donné, tu t'es dit, je vais lancer ma marque Rim Arodaki? Ça s'est pas fait. En fait, c'était assez étrange. C'était un process... pas à pas, parce que j'ai d'abord créé une marque, je pense que très peu de gens savent ça, j'ai créé une marque d'abord de prêt-à-porter. D'accord. On va dire premium. Où justement, je m'étais dit, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose dans le prêt-à-porter un peu habillé. Mais j'étais déjà dans cette optique de vêtements de célébration. Robe de soirée, evening wear, mais evening un peu accessible. Moins, on va dire, formel que de la vraie robe longue, red carpet. Voilà, des jolies petites robes de soirée, etc. J'avais évidemment pas de financement, j'y allais avec mes propres fonds. Il fallait sortir 2 collections par an, faire les salons, gérer du stock, de la prod. Clairement, j'avais 0 expérience. D'accord. Et je savais pas ce qu'était de la trésorerie à cette époque-là. J'avais 27 ans et je me suis tout simplement plantée. C'est-à-dire que je me suis plantée avec ma première marque. C'est-à-dire que j'ai fait 2 ans et demi avec cette marque-là. J'ai eu des points de vente. J'ai même été vendue dans un multimarque à Dubaï, un autre à Tokyo. Ah ouais, carrément d'accord. Une dans le sud de la France, une à Paris. Enfin, j'ai eu même une au Canada. Et un petit concept store aussi à New York, je m'en rappelle très bien, à Brooklyn. Et on était sold out et tout. Enfin, la marque plaisait, si tu veux. Le positionnement prix était bien. Par contre, mes finances, mes comptes et mon cash flow, c'était une catastrophe. Ok, d'accord, je comprends. Et du coup, j'ai mis un coup de clé. J'avais cette société que j'avais créée, il n'y avait pas l'auto-entrepreneuriat à l'époque. D'accord. C'était pas déjà en société. Ouais, je me suis tout de suite mise en société parce qu'on n'avait pas le choix. Et je me suis dit, bon, ça marche pas. Par contre, j'ai pas dit mon dernier mot. Je vais mettre un petit coup de clé, je vais la mettre en sommeil et je vais repartir un peu en freelance et je vais essayer de trouver ma voie et de trouver un concept et un business model qui soit juste tout simplement plus efficace et plus rentable en fait et qui ne me nécessite pas de sortir d'argent de ma poche tout de suite comme ça, pas autant. D'accord. Et pendant 2 ans, du coup, j'ai mis ça de côté, j'ai fait du freelance, j'ai bossé pour d'autres. Et en fait, je suis rentrée, tout simplement, j'étais à la fin de ma vingtaine, j'ai commencé à avoir des amis qui se marient. Et surtout des amis qui ne trouvaient rien. Et qui, justement, me disaient, mais Rim, toi, t'as quand même un réseau, t'as des contacts, t'as des couturières, est-ce que tu veux pas me la faire? Puis j'ai commencé à dépanner une amie de ma sœur, puis ensuite une amie, puis ensuite une autre amie. Puis j'allais faire des essayages avec elle, et je m'apercevais bien qu'à part une marque ou 2, et encore, tu n'avais rien sur le marché. En tout cas, je parle du marché français à cette époque. On se parle ça il y a 15 ans. Oui, bien sûr. Il y avait juste rien. C'était le désert. Tu avais l'option simplement d'être Cendrillon ou rien. Il n'y a pas d'autre choix. Voilà, exactement. Ou alors, tu allais éventuellement dans la mode, et encore, personne n'avait de capsule de robe de mariage. Tu vois, ils avaient peut-être des robes blanches. T'en avais particulièrement chez Lanvin, chez Azzaro. C'était les quelques marques qui faisaient des jolies choses. Mais il n'y avait pas foule, quand même. Donc toi, tu avais cette envie, quelque part, d'amener une touche différente à ce qui se faisait déjà.
de casser un peu ce côté peut-être un peu princesse, Cendrillon et autres, et d'ajouter du coup peut-être cette touche mode que tu as toujours eu dès le départ en fait. Bah, si tu veux, absolument, parce que si tu veux, j'ai fait une étude de marché grâce à mes amis et mon network, parce que justement, en allant me balader avec elle et en faisant des essayages, je voyais bien qu'il manquait quelque chose, je voyais bien qu'elle ne se retrouvait pas dans les modèles qu'on leur proposait. Donc, suite à ça, je me suis dit, OK, il y a quand même un énorme vide à remplir. Il y a quelque chose à faire. C'est quand même... Et l'idée a mûri et ça a pris des mois. Hein. C'est un process qui a pris des mois. C'est assez long quand même. Ok. Mais au final, petit à petit, voilà, donc tu as mis ça en place et tu en es arrivé à créer vraiment ta marque directement. Ok, c'est super intéressant. Je voulais donc remettre l'accent sur le fait de casser les codes. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, le monde du mariage, c'est quand même un milieu où il y a des codes auxquels il ne faut pas trop toucher, entre guillemets. Absolument. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es pour moi ce courage-là et cette audace même, je dirais, de te dire, attends, il y a un milieu qui est déjà mis en place depuis un certain temps, mais moi, je vais arriver avec ma touche, avec ma personnalité. Et au-delà de ça, est-ce que tu peux nous expliquer si peut-être, au moment où tu dis que tu vas mettre ça en place, est-ce que tu as eu des gens qui t'ont dit, mais non, ça ne va pas marcher? Évidemment. Est-ce qu'on t'a dit, non, ça ne sert à rien, on ne peut pas toucher à ça? Est-ce que tu peux nous partager ça? Alors, j'ai plus de gens déjà qui m'ont dit, ça ne sert à rien, n'y va pas, que de gens qui m'ont dit, vas-y, fonce. Ça, j'en doute pas. Ça, c'est sûr. Je t'avoue que j'ai été un peu... j'adore ce mot, je le dis en anglais, j'aime pas utiliser des mots anglais, mais j'adore ce mot, reckless. J'ai été totalement insouciante et je me suis pas posé de questions. D'accord. J'ai suivi mon gut feeling, mon instinct. Ouais, j'ai suivi mon instinct, j'ai vu qu'il y avait un vide sur le marché et j'ai surtout... Moi, j'écoute beaucoup mes amies qui sont des femmes, en fait. Ce sont les femmes d'aujourd'hui. Elles ont 30 ans, actives, elles aiment la mode, elles sont coquettes, elles aiment se saper, et elles ne se retrouvaient pas dans ce qu'on leur proposait. Et vraiment, ça les déprimait. Et on ne parle pas d'un cas isolé, quoi. On se parle d'une dizaine, quinzaine de copines autour de moi, puis de copines qui... au fil des conversations, remonter tout le même feedback. Et en fait, il y a un moment, je me suis dit, bon, certes, c'est une tradition. Je vais pas y aller comme un bulldozer. Je pense que c'est une question de dosage. C'est-à-dire qu'on peut très bien prendre ces codes du mariage, se les approprier, les passer un peu, j'adore utiliser cette image-là, les passer à la machine à laver, et ensuite les ressortir un peu, je comprends. voilà, sécher, mais d'une autre manière, quoi. Et c'est ça que j'ai essayé de faire, mais vraiment de manière assez instinctive, sans trop, justement, mettre du mental là-dedans. Ça marche pas. Enfin, en tout cas, c'est ma vision. Pour toi, tu t'es dit, voilà, j'ai quelque chose qui brûle, entre guillemets, en moi par rapport à ce que je vois. Il faut que je le lance et peut-être que ça passe ou ça passe pas, mais en tout cas, c'est quelque chose que tu avais envie de faire au final au-dedans de toi. Que je sentais bien, finalement. C'est super intéressant. Mais au-delà de ça, est-ce que tu n'as peut-être pas été justement découragé? Parce que c'est peut-être... Enfin, je me dis, ça ne doit pas être facile de se dire que tu vas lancer quelque chose et que autour de toi, la majorité des gens te disent « non, n'y va pas ». Comment tu gères ça? Alors déjà, effectivement, il faut avoir une grande force de caractère. C'est pas simple. Sûr. J'adore parler de développement personnel parce que justement, au moment où j'ai créé ma boîte, j'étais en thérapie. J'étais en thérapie pour régler toutes les interrogations et les problèmes un peu inhérents à... On a tous des angoisses. Bien sûr. J'avais mes angoisses d'artiste ou pas, mais en tout cas, j'avais des grandes questions existentielles à ce moment-là, d'où je viens, qui je suis, qu'est-ce qu'on attend de moi, etc. Et je faisais ce travail justement avec ma thérapeute à l'époque. Et en fait, elle m'aidait justement à me découvrir, à savoir qui j'étais et à puiser cette force en moi. Et en fait, très vite, les parasites ou les bruits extérieurs que j'ai pu entendre sont devenus un peu des échos, quoi. J'ai pas trop fait attention. Et j'en ai pas trop parlé aussi non plus. J'ai protégé justement ce projet. J'ai protégé. J'ai pas pris mon téléphone pour dire hey, au fait, by the way, j'y vais, là, je vais faire ça, c'est ça que j'ai comme vision. J'en ai parlé, je sais pas, à 5-6 personnes. Sur les 5-6, il y en a effectivement 2 ou 3 qui m'ont dit ça marchera jamais, tu peux pas faire ça. Bon, c'est plus des amis aujourd'hui, c'est comme ça, c'est clair. Et les autres qui ont été hyper positifs et m'ont dit suis ton instinct, tu vas cartonner. Mais franchement, au-delà de ça, je pense que des fois, tu sais, c'est super important de s'écouter soi-même. Quand on a, je pense, une chose qu'on a en nous et tu sais, qui brûle au-dedans de nous et que là, toi, c'est différent parce que du coup, toi, c'est ton expérience autour de toi qui a fait que ça crée peut-être ce désir-là de créer cette comment je pourrais dire ça,
ce tournant-là. Ouais. Et je pense que c'est important de s'écouter soi-même des fois et d'aller vraiment au bout de son idée. C'est même pas des fois, vraiment... c'est tout le temps. Il faut tout le temps s'écouter. Je pense que c'est super important. Ouais, je pense que tu sais au fond. Peu importe les choix vers lesquels tu vas être amené, pro, perso ou quoi, je pense que ta voix intérieure, c'est celle qui a toujours raison. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est super, super important. En tout cas, merci pour ces petits détails-là. Je voulais revenir également sur un autre aspect pour moi qui est important de ta marque. Ouais. C'est que tu es présente sur Paris, mais aussi sur New York. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce qui fait que tu as été amené à te déplacer à New York et comment tu gères aussi les deux. Quand c'est écrit, je sens que tu allais juste prendre l'avion si je dis pas de bêtises. Donc je pense que ça ne va pas être simple de jongler entre les deux. Non, c'est comment tu t'y prends? C'est loin d'être simple. Alors déjà, pourquoi New York? Au-delà de l'attrait que tous les Français ont pour cette ville, qui serait peut-être un peu cliché, parce qu'on a tous envie d'aller à New York, on rêve tous de New York, enfin en tout cas beaucoup d'entre nous. Non, surtout quand on est entrepreneur, c'est un peu la carte à jouer qui fait rêver. Au-delà de ça, je trouve que le marché là-bas est encore plus vibrant. D'accord. Il est plus vibrant, je pense qu'il y a un marché. Oui. C'est un pays immense qui a une culture du mariage et de la célébration qui est beaucoup plus assumée et développée qu'ici. Bien sûr, voilà. Clairement, Et en fait, j'ai tout simplement vu un potentiel dans la femme urbaine active américaine. Et j'ai senti qu'il pourrait y avoir une connexion assez évidente entre la marque et ces femmes-là. Je me suis pas imaginé que j'allais cartonner dans le Minnesota, par exemple. Je me suis dit, ok, d'abord la côte est, peut-être après la côte ouest, mais en tout cas la côte est et particulièrement New York. On est très proche quand même dans notre façon de consommer, etc. Bien sûr. Et je me suis dit que l'américaine s'amusait encore plus avec la mode et avec cet événement qui est le sien et qui est majeur pour elle. C'est-à-dire que pour les Américains, c'est un événement clé dans la vie du couple et d'une femme. Je dis pas que ça l'est pas ici, je dis qu'ici, on est un petit peu plus désinvolte par rapport à cet événement. C'est-à-dire que si on se marie, c'est chouette. Si on se marie pas, c'est pas grave. Alors que c'est quelque chose d'assez là-bas, c'est... Attends, il a pas mis la bague au doigt, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Genre, il se moque de toi. Et donc, c'est vrai que je me suis dit qu'il y avait juste un potentiel business immense. D'accord. Et une connexion avec l'ADN de la maison. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est mis en place? Est-ce que peut-être tu avais déjà des contacts là-bas? Et au-delà de ça, j'ai vu que tu parles super bien anglais. Ça me fait penser qu'en fait, je pense que le fait déjà de parler une autre langue, c'est super intéressant parce que ça permet d'ouvrir sur un autre marché, d'avoir une autre clientèle. Je pense que si tu parlais pas anglais, tu n'aurais peut-être pas pu t'étendre. Peut-être, j'aurais jamais pu, je pense. Tu n'aurais pas pu t'étendre vers l'international. Est-ce que tu peux nous partager tout ça? En fait, c'était un projet que j'avais honnêtement quasiment depuis le début de Rima Rodaki. D'accord. Okay. J'ai très vite senti que le name of the game, il était quand même là-bas. Ah ouais, d'accord. Je l'ai vu d'abord parce que j'ai vu que j'avais pas mal de revendeurs qui s'intéressaient à moi, qui étaient américains et qui vendaient et représentaient la marque là-bas et qui performaient très bien. D'accord, ok. J'ai commencé à faire mes premiers défilés à la Bridal Week de New York dès 2017, où j'ai vu quand même pareil une réceptivité, une émulation, quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Et en fait, on était sur le point de signer notre premier lease pour ouvrir une boutique à New York début 2020. Et le Covid est arrivé. Oh là là, sacré Covid. Et pour la petite histoire, j'avais les papiers de l'avocat pour signer le bail 2 semaines avant le premier confinement. Et notre avocat nous a dit, je serai vous, j'attendrai un petit peu, ça a l'air sérieux cette petite histoire. Wow. Et donc tout a été ajourné, enfin voilà, et reporté quoi. Bien sûr, et donc effectivement, pendant 2-3 ans, on a dû... au-delà du fait de ne pas avoir pu ouvrir la boutique et de ne pas avoir pu voyager, c'est vraiment, on a rendu la marque un peu invisible là-bas parce qu'on ne pouvait pas faire de défilé, tout était virtuel, digital, etc. Donc il y a eu une espèce de grande parenthèse où les gens pensent qu'il ne s'est rien passé, mais c'était quand même assez puissant. Et le fait de disparaître comme ça physiquement, tu vois, des présentations, des Bridal Week, etc., a été quand même, a eu un impact. Oui, forcément. Ça a eu un impact. Bien sûr, je me doute. Et donc, du coup, il a fallu presque tout, et on est encore dans cette phase-là, si tu veux, tout reconstruire et reconstruire la notoriété, parce que si tu veux, c'est des cycles. Les clientes, elles se marient, et puis on tourne la page, et puis ça passe à autre chose, et puis là, tu as une autre vague de clientes d'une autre génération qui arrive, qui ne connaissent pas ton historique, exactement. Et donc, du coup, on a dû reconstruire tout, et on s'est dit, OK, objectif, on ouvre en 2023,
Mais c'est un projet qui nous a mis 1 an et demi, 2 ans, à nouveau, pour réenclencher la machine. Oui, ça doit pas être simple. Franchement, le fait de se reconstruire à chaque fois comme ça, etc. C'est vrai qu'au final, le Covid, je pense qu'il a impacté pas mal d'entreprises. Et jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Les entreprises déjà qui ont fermé, déjà, je pense, par rapport au Covid. Bien sûr. Il y en a qui ont aujourd'hui les conséquences du Covid. Et je pense qu'on les verra encore dans les mois à venir. Ah oui, non, ça c'est certain. Donc ça n'a pas aidé. Bon, en tout cas, toi, pour le coup, tant mieux, ça continue. Pour le moment, a bien marché, ok. Alors juste du coup, est-ce que tu peux nous expliquer à Paris comment est composée ton équipe et pareil pour New York? Alors, à New York, j'ai juste une jeune femme qui gère ma boutique là-bas et j'y vais tous les mois en support pour l'accompagner, la former et justement rencontrer mes clientes, la presse, etc. Donc, à New York, c'est encore embryonnaire, si tu veux, parce qu'on est au tout début. Oui. New York, c'est un peu comme si j'avais... Déjà, c'est une autre société et j'ai l'impression de redémarrer à zéro. Hein, vraiment, c'est comme si je reposais les jalons. J'ai l'impression de me retrouver en 2011. Tout le monde pense qu'on a une super notoriété. Comme ça. Oui, c'est le cas auprès des professionnels. C'est-à-dire que l'industrie nous connaît. Mais le grand public, un peu moins. On a tout à refaire et à reconstruire. Ça va venir petit à petit, et ça, il n'y a pas de raison. Et c'est génial. Et ça vient, et on voit déjà les effets, c'est super. En France, pour le coup, j'ai une équipe déjà plus consolidée, plus installée. Oui. J'ai donc, on est dans le 16e arrondissement. J'ai donc une responsable marketing qui est assistée d'une alternante qui, elle aussi, gère marketing et e-commerce. J'ai un atelier composé de 5 personnes et donc où on a donc modélisme, donc construction du vêtement, première d'atelier, donc qui va chapeauter un peu tout ça, petites mains qui vont donc confectionner les vêtements et notamment les prototypes et les pièces qu'on appelle sur mesure, couture. Ensuite, j'ai une responsable de production et ensuite, j'ai une conseillère de vente. Voilà. Ok, c'est quoi? C'est pas près on est une dizaine de personnes. D'accord, ok. Et je voulais revenir sur l'aspect gestion et management de ton entreprise, dans le sens où j'ai vu que, je me suis renseigné, bien évidemment, j'ai fait mon travail. J'ai vu que tu partageais le fait qu'au début, tu te, entre guillemets, contentais d'être uniquement la créatrice de ton entreprise, mais qu'avec le temps... tu t'es rendu compte que c'était pas forcément cet aspect-là sur lequel que tu préférais, et que tu as dû, entre guillemets, réapprendre à tout ce qui était management, business. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu cet aspect-là? Je vais être obligée de citer mon mari, Greg Fink, pour ceux qui le connaissent pas, qui est photographe, mais qui de base a un background business et corpo, et qui est donc venu me donner un coup de main quand on était... En pleine croissance. Et avec cette croissance, s'accompagnait quand même une petite crise de croissance parce que justement, ça allait très vite. Et j'avais ni la formation, ni le background, ni les outils pour structurer tout ça. Je lui ai demandé de l'aide. Et quand il est venu, il m'a pointé du doigt ce que je faisais bien, mais ce que je faisais aussi moins bien. Et ce qui manquait, et le pourquoi du comment. Et justement, en me disant, OK, tu as envie d'aller là. Si tu as envie d'aller là, tu vas pas avoir le choix que de prendre cette casquette-là et ce rôle-là. C'est quoi qui manquait? C'était justement cette espèce de légitimité. D'accord. Moi, j'ai toujours eu ce syndrome de l'imposteur. Je me disais, moi, je suis créatrice. Bon, là, tous, je pense, honnêtement. Il faut juste l'assumer. Je l'ai un petit peu moins. Je l'ai un petit peu moins aujourd'hui. Je me bats contre ça. Tu l'as toujours quand même un petit peu aujourd'hui? Toujours. Ah ouais, ça arrive, d'accord. Toujours. Parce que quand t'as pas fait d'école de commerce, il se passe quelque chose. Je pense que c'est ancré dans notre société que de dire, tu n'as pas fait d'école de commerce, donc tu ne sais pas gérer un business. D'accord. Tu sais pas gérer un Excel, tu sais pas gérer un PNL, tu sais pas gérer un business plan, c'est quelque chose que tu sais pas faire. Or, alors, je dis pas qu'aujourd'hui, je suis une financière qui saurait devenir CFO de n'importe quelle boîte. Non, ce n'est pas vrai, évidemment pas. En revanche, je comprends les rouages, je comprends le pourquoi du comment, je sais ce qui marche, je sais ce qui ne marche pas, je sais ce que ça veut dire, je sais ce que ça signifie. Et il y a une partie de moi qui même ne voulait même pas comprendre à l'époque. J'étais limite dans une espèce de résistance de « Attends, non, mais moi, je suis là pour faire de la direction artistique. Je suis là pour dessiner, je suis là pour la vision, et pas plus. » Et disons que tu n'es pas obligé de tout faire parce qu'il te faut une équipe, tu peux pas y arriver tout seul. Il y a des choses qu'il y a des gens que les gens vont faire mieux que toi. Par contre, tu es obligé de tout comprendre. Pour superviser, quoi. Pour superviser, pour aussi transmettre tes attentes. Exactement. Vérifier que les gens font bien leur travail. Bien sûr, contrôle un peu. Exactement. Et donc, en fait, mais ça a été des années de training et de training sur le tas.
C'est-à-dire que moi, c'est pas l'école qui m'a formée. Oui, t'as appris au quotidien. J'ai appris en marchant, en fait. Et ça a été un peu mon labo, la marque, si tu veux. Rima Rodaki. Et jusqu'à aujourd'hui, tu vois, j'ai envie de te dire, c'est un labo. Et souvent, les gens disent, mais tu sais, on cartonne que avec sa 2e, 3e, 4e boîte, parce qu'en fait, le temps que t'arrives à justement... En fait, tu poses les jalons de ce qui va être ton gros projet. Et je le crois fondamentalement. D'accord. Tu vois, parce que je pense que j'ai appris en marchant, comme un enfant. Tu vois. Après, je pense que effectivement, pour moi, tu peux être dans le système où tu as fait une école de commerce et forcément, tu as des bonnes bases. Tu peux gagner du temps quand même. Voilà, bien sûr, ça gagne du temps, forcément, parce que tu as déjà appris certaines choses que du coup, quand tu vas te confronter sur certaines situations, tu auras déjà. Mais des fois, le terrain, c'est aussi différent. Parce que la gestion du stress en direct, c'est pas pareil que aussi ce que tu as appris forcément à l'école, tu vois. Donc, au final, et puis après, je dirais que chaque parcours est différent. Chacun a son parcours différent. Toi, aujourd'hui, je pense que voilà, il fallait peut-être que ça se passe comme ça, que tu apprennes sur le tas là. Et je pense que ça t'a permis aussi de grandir. Et aussi, au-delà de ça, tu as ajouté un truc très intéressant, c'est que c'est ton conjoint qui t'a apporté un peu cet aspect-là. Beaucoup aussi. Ouais. Beaucoup. Donc, je pense que ça a été vraiment une plus-value de pouvoir faire en sorte que lui absolument. Puisse intégrer ton équipe. Mais même, j'ai envie de te dire, même mes employés, de voir leur réaction à certains événements et certaines choses qui se passaient dans l'organisation, même eux m'ont renvoyé quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils me renvoyaient à moi-même en me disant, alors je dis pas qu'ils avaient toujours raison, parce que bon, tu donnes ça, ils peuvent prendre plus, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait quand même la communication, leur feedback, etc., me montrait les limites que je pouvais parfois avoir, ou les efforts que je pouvais faire, ou peut-être améliorer ma façon de communiquer d'une partie, ou peut-être être plus dans l'anticipation d'un autre côté, ou peut-être mieux gérer la transmission des messages, etc. Tu vois. Et donc, en fait, c'est l'organisation qui t'apprend et qui te fait grandir. Oui, forcément. Tu vois, et effectivement, tu disais un truc intéressant, tu disais que chaque parcours est différent, etc. Je ne changerais pour rien au monde la manière dont j'ai appris, parce que je pense que ça t'apprend l'humilité. Ah, bien sûr. Et en fait, d'être sur le terrain, parce que effectivement, on encense beaucoup les écoles de commerce, et je sais que beaucoup de maisons et de marques de mode, pas nécessairement dans le mariage, sont composées de gens qui ont fait des écoles de commerce. En général, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait des écoles de mode. Les personnes qui arrivent avec un super concept, une super marque, c'est des gens qui sortent d'écoles de commerce pour la plupart. Mais je dirais quand même que moi, si tu veux, je suis sur le floor déjà. Je remonte directement le feedback de mes clientes à mes équipes. Ça, c'est super important. Et donc, je ne suis pas juste dans ma tour à faire mes croquis, à ignorer le feedback client. Je vois bien ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas. Je vois bien ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et ça, quand tu as des commerciaux, et que tu as des commerciaux parfois arrogants, qui viennent te dire « Ah oui, mais moi, je veux faire ça, je veux mettre telle action, je veux faire tel truc, etc. » Tu sais, entre guillemets, calmer leurs ardeurs et leur dire « Attendez, non, ça fonctionne pas, parce qu'en fait, toi, tu n'es pas sur le terrain avec moi. » Et si le fondateur l'est, tu montres l'exemple. Ah oui, t'es légitime. T'es légitime, exactement. Donc, en fait, et même tes partenaires, tes revendeurs, tous, quand tu leur dis ça, fatalement, ils vont t'écouter avec une oreille beaucoup plus attentive, parce que t'es pas juste en train de faire tes croquis et laisser les autres faire le reste. T'es sur le terrain, t'es dans le concret, donc forcément, tu vois les choses. Exactement. Et juste pour revenir là-dessus, comment toi, tu l'as vécu à titre personnel, ça? Le fait de, petit à petit, comment je pourrais dire ça, je ne veux pas dire te reconstruire, mais du coup... Me débarrasser de ce syndrome de l'imposteur un peu exactement, petit à petit. Et te réimposer, entre guillemets... En tant que manager, c'est ça. Ça a été honnêtement très douloureux. D'accord. Des larmes, des nuits blanches. Enfin, j'en parle. Parce que ça a été des doutes de tellement profonds. La peur de dire non, la peur de m'imposer auprès des équipes. La crainte d'être désaimé aussi. Tu vois, parce que c'est intéressant ça, parce que évidemment. Fois, tu peux dire non et t'as pas forcément envie que toi on t'aime pas, entre guillemets. Encore plus quand t'es un créatif. Ah oui, forcément. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est très très très. On va dire que les lignes sont floues, parce que tu es fondateur. Tu es entrepreneur, mais à côté de ça, tu as une âme créative, donc tu es extra sensible. Ce que tu transmets, c'est ton bébé, ça vient de tes tripes. Et en fait, c'est impossible de pas y mettre d'émotionnel. Tu n'es pas juste fondateur,
alors désolé de dire ça, mais d'une marque de couches, et puis tu décides de la commercialiser en grande conso, enfin dans les, tu vois ce que je veux dire, et puis là, et encore que je suis sûre qu'il y a de l'émotionnel aussi là-dedans, mais là. Oui, c'est différent, c'est une partie de toi quelque part. C'est une partie de toi, tu dessines quelque chose pour des femmes, tu les rends belles, pour leur mariage aussi, cet aspect-là, c'est presque divin bien comme, sûr. tu vois, comme. Clairement, je te rejoins totalement. Tu vois, et en fait. Quand tu commences à devoir manager des gens qui donc deal avec ton bébé et managent ton bébé au quotidien, c'est très difficile de pas y mettre trop d'émotionnel, mais en même temps de te sentir légitime, d'avoir la casquette de la créatrice, mais aussi du manager. Les gens te regardent d'un œil, genre non mais celle-là. Elle est géniale pour la vision, mais soyons honnêtes. Enfin voilà, c'est pas une manager quoi. Enfin genre on l'adore, tu vois, genre mais elle est ce qu'elle est. Tu vois ce que je veux dire. Et en fait. C'est très dur de leur dire attention, genre ok, je suis une créative, mais en fait j'ai aussi du caractère et en fait je sais ce que je veux et ce que je veux pas. Et ça, c'est la maturité, c'est les années d'expérience, c'est aussi te casser la figure, c'est te planter, c'est tout ça. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris. C'est pour ça que je disais tout à l'heure au final que je pense que le parcours de chacun est différent et toi. Ça a été ton schéma, ça a été ton parcours. Peut-être que quelqu'un d'autre aura eu un schéma différent, mais je pense qu'au final, avec le temps, c'est ce qui t'a construit aujourd'hui, c'est ce qui fait qui tu es aujourd'hui. Donc franchement, pour moi, c'est tout à ton honneur et j'ai envie de dire même peut-être tant mieux que ça se soit réalisé comme ça, parce que ça fait aussi ta personnalité et ta singularité. Quoi. Absolument, et je pense que je serais pas devenue la personne que je suis et je serais pas aussi alerte, lucide, résiliente. Je pense que c'est la résilience que ça m'a appris, tu vois. Si j'avais pas vécu tout ça. Oui, forcément. Je veux revenir sur un autre aspect qui est super intéressant pour moi. Tu travailles avec ton mari. Ouais. Comment c'est de travailler en couple? On a fait un podcast cet été en anglais, justement. Okay. Il a répondu à ma place, il a dit « un cauchemar ». C'est pas simple. En fait, c'est ambigu parce que d'un côté, c'est passionnant. Oui. C'est ultra inspirant parce que on est deux âmes créatives et d'un autre côté on est tous les deux deux coqs et donc on aime avoir le dernier mot forcément mais ça reste quand même il me l'a toujours dit et il a raison, ça reste ma boîte, mon nom. Bien sûr. Donc au final les implications et la responsabilité elle me revient. À toi, bien sûr. Que ce soit bien ou pas bien, d'ailleurs. Qu'il y ait eu une erreur ou qu'il n'y ait pas eu d'erreur, au final, c'est vrai que... C'est l'Europe de Rime à Rodette. Exactement, c'est mon nom sur la porte. Exactement. Donc non, c'est pas simple. Après, il n'est pas là pour me chaperonner ou pour me donner des leçons ou quoi. Je pense qu'il est arrivé à un moment où j'avais besoin de structure. D'accord. Il m'a aidé à structurer, il m'a aidé à grandir, il m'a formé. Et aujourd'hui, il est plus du tout dans le même schéma. Même registre. D'accord, il s'est un peu justement, il a un peu step backé. D'accord, okay. Et il regarde ça d'un œil plutôt bienveillant. D'accord. En s'assurant que ça suit son cours, etc. Mais par exemple, tu vois, j'ai d'autres projets, par exemple, en ce moment, dont je ne peux pas encore parler, malheureusement. Peut-être très prochainement. Peut-être, voilà, une autre fois. Qui sont toujours liés donc, à la marque et à ce que j'ai pu construire ces 15 dernières années. D'accord. Et il n'a pas vocation à s'impliquer, par exemple, dans tout ça. En revanche, est-ce qu'il est toujours de bons conseils? Est-ce qu'il a toujours un regard, surtout sur le côté gestion? Oui, ça, c'est certain, parce que je m'appuie beaucoup sur lui pour ça, et heureusement qu'il est là. Mais oui, non, c'est loin d'être facile. En fait, ce qui est difficile, c'est de laisser les interrogations, les soucis et les challenges à la porte de la maison. Ça, c'est sûr. C'est ça, le challenge. Et honnêtement, on n'a pas réussi. Hein. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui disent « si, moi, je coupe ». D'accord. Non, mais c'est sûr que forcément... On essaye, on Ça apprend. doit pas être simple quand tu rentres à la maison, de faire abstraction totale de il s'est passé ça doit pas être évident. C'est pas humain. Pour moi, je pense que c'est pas possible. Non, c'est impossible. Il y a forcément un petit truc à un moment donné où tu vois, vous allez en parler ou tu vois. Ouais. Ou alors vraiment, t'as une boîte immense et t'as 500 personnes, il y en a un qui est sur un service et une autre personne qui est sur l'autre. Mais là, comme c'est assez proche, voilà, donc forcément, exactement. C'est sûr que tu peux pas trop y échapper. Exactement. Super. Je voulais également revenir sur un autre aspect qui va un peu dans le même sens, puisque j'ai vu aussi que tu es maman. Oui. Comment tu gères ta vie pro et ta vie privée? Dans le sens où, comme j'ai dit tout à l'heure, tu es présente sur Paris, tu vas régulièrement sur New York.
on sait tous qu'être entrepreneur, ça prend énormément de temps, que ce soit physiquement, mais même au-delà de ça, moralement. Ouais. Je pense que tu dois beaucoup penser, les collections, le management, etc. C'est du non-stop. Comment tu gères cet équilibre-là entre ta vie privée et ta vie perso? C'est marrant parce que j'ai eu une question comme ça. J'ai fait un Q&A sur Instagram il n'y a pas longtemps où quelqu'un me demandait exactement la même chose. D'accord. Et pensait que j'avais cet équilibre. Je ne l'ai pas. C'est transparent. Je ne l'ai pas. En fait, je ne dirais pas que je suis déséquilibrée parce que ce n'est pas le cas. Oui, bien sûr. J'ai trouvé, on va dire, une espèce de... C'est même pas une routine parce que je n'ai pas de routine. Je ne crois pas en tout ce qui est routine. Je crois aux rituels. J'ai mes rituels avec mes enfants. Et avec notre famille. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, ouais. On ne négocie pas et on ne sacrifie jamais les vacances. C'est-à-dire que les vacances scolaires, il y a 1 semaine, 10 jours où toujours on sera avec eux. Ça, c'est important, ça, ouais. Et je sais que c'est pas nécessairement le mindset américain, tu vois, par exemple, parce qu'ils prennent pas autant de vacances que nous. Mais même si demain, tu vois, j'avais... ça se développait encore plus aux US et même si ça prenait même une partie plus importante, je pense que je resterais calée sur ce... mindset à la française, pas nécessairement juste pour partir en vacances, c'est pas juste pour kiffer, tu vois ce que je veux dire? C'est justement pour avoir ces moments pour connecter avec eux, justement parce qu'on est à 100 à l'heure, lui et moi, tout le temps. C'est des moments privilégiés, je pense que... Et on reconnecte, et justement, on se retrouve à ce moment-là, et pour eux, c'est hyper important. Ah, bien sûr, j'en doute pas, ouais. Surtout qu'il y a des... Alors, au-delà de ça, aussi, il faut préciser que Greg, aussi photographe, donc lui aussi a son activité de son côté. Il voyage beaucoup. Voilà, donc il voyage ici à gauche à droite, donc ça va être pas simple en fait, de se retrouver, quoi. Souvent, quand je suis partie, il est à la maison. D'accord. Quand lui, il est parti, je suis à la maison. On est un peu en décalé. D'accord. Et si on est tous les deux partis, excuse-moi, on a beaucoup de chance d'avoir ma maman, qui est pas loin. Et qui peut garder, la grand-mère géniale qui toujours nous sauve. Avoir une maman à proximité, la maman à proximité, honnêtement, ça n'a pas de prix. Là, c'est clair et net. Et on a une nounou géniale, bien évidemment. Mais je pense que c'est bien aussi pour les mamans, parce que ça permet aussi de reconnecter avec les petits-enfants. Après, tu sais, je vois beaucoup sur les réseaux, surtout. Je sais pas pourquoi, on est dans une société qui adore culpabiliser les femmes et les parents en général. Et je vois beaucoup de femmes qui ont beaucoup de mal, ne serait-ce qu'à laisser leur bébé ou leurs enfants, leurs petits même, tu vois. C'est pas quelque chose qui a été compliqué pour moi. Peut-être parce que je suis un peu un esprit libre et trop indépendant. D'accord. Aussi parce que je savais qu'il était entre de bonnes mains avec ma mère, bien sûr, évidemment. J'ai été jugée, je le sais pour ça. Ah ouais, tout le monde juge. Parce que je suis partie assez tôt, mais entre guillemets, je m'en fiche. Parce que pour moi, maman bien dit bébé bien. C'est là où j'admire un peu ta personnalité, dans le sens où j'ai l'impression que peu importe ce qu'on peut te dire, toi, tu as ton idée en tête et tu sais où tu vas. Et au final, ça démontre une force de caractère qui n'est pas donnée à tout le monde, pour moi. Parce que, tu sais, quand on entend... les gens mal parler sur toi, c'est hyper dur. Tu peux te ramener des fois et dire, attends, peut-être que je vais réécouter ce qu'ils disent et me recentrer. Mais non, toi, tu as ce truc-là de dire, je m'en fiche de ce que vous dites, j'ai ma ligne de conduite et j'y vais tout droit, quoi. C'est vrai. Maintenant que tu le pointes, c'est vrai. Parce qu'en fait, j'ai été, je pense, beaucoup la cible de blabla, de gossip, etc. Et même avant d'avoir ma marque. D'accord. Même quand j'en parle dans d'autres podcasts, j'ai été effectivement bully au collège. Okay. Lycée, ça s'est super bien passé, mais j'ai souvenir au collège de pas avoir eu des années faciles. J'avais beaucoup de, ce qu'on appelle les mean girls, là, qui parlaient sur moi dans mon dos. Alors, c'était à la limite du harcèlement, par moment. Ah ouais, carrément. Si c'était à notre époque, avec les réseaux sociaux, je pense que j'aurais encore plus souffert que ce que j'ai souffert. Wow. J'ai eu des angoisses profondes par rapport à ça. Et en fait, je me suis tellement mis bien en tête de m'endurcir par rapport à ça et de ne plus souffrir et subir ce genre de choses qu'aujourd'hui, on peut me dire ce que les gens veulent, je m'en fiche. Au final, ça t'a peut-être renforcé ces trucs-là. Mais je pense que, tu sais, des fois, moi je le vois même dans l'aspect sportif, je prends le cas par exemple des footballeurs ou autres, ils sont tellement critiqués qu'en fait, à un moment donné, ça glisse. Ça rentre, ça sort, quoi. En fait, et puis tu sais, il y a une différence entre critique et remarque constructive. Oui, bien sûr. Quand quelqu'un vient me dire que j'ai déconné sur un sujet, que je les ai blessés ou que voilà, je vais quand même écouter. Bien sûr. Si c'est dit si c'est dit de manière constructive, je vais même avoir un échange. On peut ne pas être d'accord, on va avoir un échange. Si c'est critiquer pour critiquer et en plus dans mon dos, ça veut dire que la personne au final elle a pas envie que je m'améliore, elle a juste envie de gossiper. Exactement. En fait je m'en fous. T'as totalement raison. Voilà. Je te rejoins totalement. Merci en tout cas pour toutes ces précisions.
Pour revenir rapidement à l'aspect de ta marque, moi, il y a un aspect qui m'intéresse. Est-ce que tu peux nous parler des tarifs de tes robes? J'ai vu l'aspect prix. L'aspect prix également. Très important. Tout à fait. J'ai vu que tu me diras si je me trompe. Oui, bien sûr. Il y avait une robe qui s'appelle la Daphné, qui est aux alentours de 10 000. Ouais. C'est pas la plus chère. C'est pas la plus chère? Non. Ah, c'est laquelle la plus chère? La plus chère, elle s'appelle Universe. Et elle est à 25 000. Elle est à 25 000. Ouais. Alors ça, pour moi, c'est super intéressant. Ouais. Qu'est-ce qui fait que toi, tu puisses te dire, OK, je m'impose sur le marché. Donc déjà, je viens, je casse les codes. En plus de ça, je viens et je mets une robe à ce prix-là. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Non, bien sûr, forcément, je me doute. Je l'ai pas mise la première année. Bien sûr, j'aurais forcément. pu, hein. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit, oula, peut-être que celle-là. Ça donne le vertige. Ça donne le vertige et est-ce que je devrais peut-être pas faire machine arrière? Non, jamais. C'est pas moi qui me le suis dit. C'est encore une fois, c'est toujours les autres. D'accord. Ça va être les équipes qui doutent parce que eux ne croient pas qu'ils peuvent vendre ce produit-là. Donc en fait, c'est leur syndrome de l'imposteur à eux. Hein. C'est ça, c'est pas le tien. Toi, tu l'as c'est pas pas ça. le mien. Ouais, exactement. Ça, et souvent, quand je mets des prix, alors déjà, c'est jamais pas justifié. Bien sûr. Et j'essaye beaucoup de prendre la parole sur mes plateformes par rapport à ça, parce que justement, je trouve qu'il y a un vrai vide et un vrai manque de transparence de la part des marques et des maisons en général sur pourquoi tel produit coûte ce prix-là. Je pense que les gens ne sont pas sans savoir que je fabrique en France. Bien sûr. Je source en France. Si je ne source pas en France, je source en Italie. Donc exactement la même chose. Mes équipes sont françaises. J'ai une équipe basée à Paris. Mes locaux sont dans le 16e arrondissement. Attention, je ne suis pas en banlieue, dans des trucs préfabriqués. Bien sûr, bien sûr. On est dans de l'haussmannien, etc. Oui, donc il y a un coût à tout ça. Voilà, il y a un coût à tout ça. Le showroom, les coûts marketing, les coûts du défilé, les salaires de mes équipes, parce que j'aime bien ne pas exploiter mes équipes, tant qu'à faire. Et tout ce halo et ce rayonnement autour de la maison qui a un prix finalement et qui crée cette désirabilité et qui finalement doit être amorti par des prix légitimes, tout simplement. Voilà. Donc en fait, et ensuite, tu as évidemment le temps passé, le temps de confection, tout le craft et tout le savoir-faire sur les vêtements qu'on propose. Quand je crée une collection, évidemment que je vais pas me dire je vais mettre que des pièces à 25 000 euros. Forcément. Ce serait me tirer une balle dans le pied. Je connais ma cible, je connais mon cœur de cible, je connais le prix psychologique qui passe et celui qui passe un peu moins. Maintenant, l'idée, c'est aussi de monter en gamme. Forcément. De tirer la maison et l'image de la maison vers le haut. Bien sûr. Et d'être plus dans une optique de qualitatif que de quantitatif. Oui. Surtout quand tu vois que le marché se paupérise. Quand tu vois que beaucoup de marques arrivent sur le marché, font la même chose, diluent et se diluent entre elles et essayent par la même occasion de te diluer, je trouve que ça n'a aucun intérêt pour moi de rester dans ce segment. Parce que du coup, je me mélange à tout le monde. Exactement. Et notre différenciation, elle disparaît. Donc là, en fait, tu es très clairement en train de dire que tu te différencies par le prix. Absolument. Absolument, mais pas que. Si c'est que par le prix... mais que ce que je propose derrière n'a pas d'impact et n'est pas mieux que mes confrères ou mes consoeurs, mon prix, il n'a aucun intérêt. Par contre, quand je propose ce produit-là, mon expérience, elle va être best in class, mon accueil, il va être next level, mon image, mon marketing, c'est tout un package en fait. C'est tout un package. C'est ça qui justifie et effectivement, quand tu vas acheter une robe à 25 000 euros, c'est moi que tu vas avoir pendant tes rendez-vous, tu vas avoir un croquis personnalisé, une boîte customisée brodée avec tes initiales, un mot manuscrit de ma part, le bouquet de fleurs et le champagne qui t'attendent dans ta cabine d'essayage, un chauffeur qui vient te chercher à ton hôtel pour faire l'essayage. Il y a tout le package. C'est super fort ce que tu es en train de dire, parce qu'au final, tu es en train de dire que, et je pense que c'est ce que les clients veulent, c'est que c'est pas juste le prix que tu dois définir, mais au final, il y a la qualité de service et tout ce qu'il y a autour qui va dire que, OK, je mets une robe à ce prix-là, quoi. Exactement. Et c'est vrai que des fois, on peut avoir tendance à se dire, ah ouais, c'est un certain billet, mais on ne pense pas en fait à tout ce qu'il y a autour. Donc comme tu as dit, tous ces aspects-là, ça monte le level en fait au final. En fait, je pense que les gens, et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec les États-Unis, ils valorisent énormément le côté expérience. Ici, et le marché en général, mais c'est pas qu'en France, parce qu'aux États-Unis aussi, ils sont beaucoup comme ça. Le retail en général, les gens pensent court terme. Ils pensent à
ce que j'appelle du retail transactionnel. Okay. C'est je veux signer, payer, vendre mon truc, voilà, c'est fait. Je suis pas dans cette optique-là. Et je ne crois pas à ce retail-là. Et d'ailleurs, je pense qu'il est en train de mourir. Ce que je pense, c'est que si tu ne réfléchis pas 2 fois à l'expérience, à la différenciation par l'expérience. Exactement. Le produit, c'est sympa. C'est super fort ce que tu dis. Bah oui, le produit, c'est sympa. Mais si ton produit, il est canon, mais que ton expérience, elle est pourrie. Bien sûr. Honnêtement, c'est pas un bel écrin, si tu veux. Clairement, Donc en fait, je pense limite plus à l'écrin qu'à ce que je mets dans l'écrin. Et je dis pas que ce que je mets dans l'écrin, je le néglige. Non, bien sûr. Mais pour moi, c'est limite un acquis. Je sais que c'est un des plus beaux produits. Oui. D'ailleurs, mais honnêtement, mes clientes me le disent. Le tombé, la qualité, les matières, oh là là, mon Dieu. Pareil, je recueille tout ça du Flore. Mais si malgré ça, je vois qu'on est copié par la voisine à moins cher et que la cliente, elle est plus sensible au prix qu'à ça, moi, honnêtement, je préfère me dépositionner et augmenter mes prix. T'as raison. Et justement, prouver à la cliente que, attention, moi, je propose ça pour ça, et c'est parce que c'est comme ça. Et au final, ça crée, je trouve, une vraie valeur ajoutée, le fait de pouvoir, franchement, avoir une expérience. En fait, comme tu as dit, je pense que c'est important de souligner que les clients, en fait, ils cherchent une expérience qui va leur créer des émotions. Absolument. C'est-à-dire que, comme tu as dit tout à l'heure, je viens pas juste acheter ma robe, je paye, je pars. Non. Transactionnel. J'ai acheté ma robe chez Rim, mais en même temps, le chauffeur, il est venu me chercher. J'ai eu ma coupe de champagne. Et ça, c'est des trucs dans lesquels les clients vont retenir. Absolument. Ils vont partir avec un bagage. Et je pense que c'est des choses aussi dans lesquelles les clients vont en parler autour d'eux. Ah, j'ai acheté ma robe chez Rim, mais j'ai eu ça. Donc, ça permet vraiment de se différencier. Et tu sais quoi, même sans parler du côté matériel, parce qu'il y a toutes ces petites attentions qui sont superbes et qu'elles adorent, il y a aussi l'impression que tu leur laisses. C'est-à-dire que moi, il y a une phrase qui dit « Les gens ne se souviennent pas de ce que tu dis, les gens se souviennent de l'impression que tu leur laisses. Wow. » Et moi, quand je suis en face d'une cliente, je ne vais pas être en représentation pour justement cette transaction. Oui. Je vais être dans une démarche sincère et empathique. Je sais qu'elles sont stressées, je sais qu'elles ont peur de ne pas être belles dans les robes, elles sont complexées. Elles ont la pression de la famille, la pression du résultat. C'est très impliquant, c'est émotionnellement lourd. Donc, si t'es pas dans cette démarche empathique, sincère, humaine et émotionnelle, ça ne marche pas. D'accord. Ça ne marche pas. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque cruellement dans le retail en général. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Le temps est avancé, on court vers la fin. J'avais juste un petit dernier détail à partager avec toi. Est-ce que quel message tu pourrais donner aujourd'hui à quelqu'un qui veut se lancer, pas forcément dans la création de robes ou autre, mais d'une manière générale? Moi, j'aurais pas qu'un seul conseil à donner. Mais si tu devais choisir qu'un, vraiment un seul. Un seul? Ouais. En tout cas, ça a été valable pour moi. Ouais. Je dirais que tu peux avoir les plus belles idées, la plus belle vision, le plus beau concept. Si tu négliges l'exécution, ça sert à rien. Quand tu dis l'exécution, c'est-à-dire? L'exécution de ta vision. C'est-à-dire la rigueur et la consistance que tu vas mettre dans ton travail et comment tu vas mener... En fait, comment ton rêve va se transformer en vrai projet. Si tu n'es que dans la vision de ton produit, tes photos, tes fleurs, tes robes, tes campagnes, ton site internet, ton message, ton ADN, ça c'est super. Mais honnêtement, c'est 30% du job. Les 70%, il est dans la consistance et l'exécution. Et ça n'a pas été entièrement naturel pour moi. Ah ouais, d'accord. T'as dû apprendre aussi ça. Ah ouais. The hard way, comme on dit. Au final, c'est beaucoup d'apprentissage. Honnêtement, c'est la vie d'un entrepreneur. Si t'es pas prêt... Et puis, si tu penses que ça va être un long fleuve tranquille et que si tu fais ce choix pour être tranquille, c'est un mauvais choix. Ouais, d'accord. Il y a beaucoup de gens qui sortent du salariat en disant « Ah non, mais au moins, je serai tranquille. » Tu seras pas tranquille. Ah non, c'est sûr. Tu seras en roue libre, tu auras peur. Si tu sais pas justement gérer ton stress, gérer ta résilience, et si tu sais pas te remettre en question, c'est pas fait pour toi. C'est pas la peine. Non. C'est pas facile la vie d'entrepreneur, mais ça en vaut le coup, je suppose. Mais c'est hyper passionnant, moi j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. J'en doute pas une seconde. Je voulais revenir sur un dernier aspect qu'on avait évoqué aussi en parallèle. C'est que je pense que c'est important de le souligner. C'est que aujourd'hui, ton entreprise, elle a fait plusieurs millions de chiffres d'affaires. Comment t'expliques que t'en es arrivé là? Est-ce que c'est une chose que tu t'étais déjà mis en tête, toi, au final, quand tu as créé ta marque?
C'est marrant, Greg, il déteste quand je dis ça. J'avais pas nécessairement réfléchi en chiffres. Ok. Excuse-nous, Greg. Ce qui est une erreur. Non, ce qui est une erreur. Ce qui est une erreur, parce que tu es quand même obligé d'avoir un plan et une vision chiffrée. Bien sûr. Ouais. Je pense que j'avais plus pensé en volume de robes. Tu vois, je m'étais toujours dit, j'ai envie de mapper certains marchés. Ok. Et j'ai envie d'exploser sur ces marchés-là parce que je crois au potentiel de la marque sur ces marchés-là. Bien sûr, bien sûr. La France étant notre berceau et je suis très fière d'avoir démarré ici parce que la française, ça reste ma plus fidèle cliente et celle qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et ensuite, les pays anglo-saxons parce que c'est là qu'il y a une vraie affinité. Bien sûr. Mais j'ai pensé en volume avant de penser en chiffres. D'accord, ok, super. Ouais. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Comme je te disais tout à l'heure, on touche à sa fin. Ouais. Et je voulais partager avec toi quelques petites questions-réponses assez rapides. Questions flash. Exactement. Ouais. Alors du coup, pour commencer, est-ce que tu peux nous partager, ton meilleur moment depuis ta création de ta marque? Mon premier défilé à New York. Ok. Ton plus gros challenge? J'en ai pas eu qu'un, mon Dieu. Franchement, travailler avec mon mari. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais dans le bon sens. Oui, bien sûr. Dans le bon sens, parce que c'est celui qui m'a fait grandir. Qui m'a fait grandir. Je suis devenue l'entrepreneur que je suis grâce à lui aussi. Ouais. Merci, Greg. Le pire imprévu que tu as dû gérer? Le pire imprévu que j'ai dû gérer. Honnêtement, le Covid quand même. Hein. Ouais, parce qu'on a cru que c'était la fin du monde. Même si ça s'est avéré pas du tout le cas et qu'on a fait notre meilleure année cette année-là. Et en 2020-2022 étant nos 2 meilleures années. Ouais, d'accord. Honnêtement, le Covid quand même, ça nous a donné le vertige quand même. Ouais, on est dans l'événementiel, on va pas se mentir. À un moment donné, tu t'es dit, est-ce que peut-être que je vais devoir... Ah non, on s'est dit, on va plier la boîte. Ah ouais, on a cru que c'était fini, ça y est. Genre, carrément. Non, c'était pas, on pensait seulement, c'était vraiment... Non, c'est genre, on va dire les 3 premières semaines du confinement, on s'est dit, non mais c'est impossible, genre, on va pas passer à la... C'est vrai que pour tous les entrepreneurs, il y avait plus de mariage. Non. C'est la folie, ça. Il n'y a plus rien. Moi, quelque part, moi, j'ai eu de la chance parce que j'avais les acomptes de toutes mes clientes. Les robes, elles étaient faites. D'accord. Elles étaient obligées de les payer. Elles n'avaient pas le choix. Okay, mais bon, il fallait aller chercher après les soldes. Hein, exactement. J'en doute pas. Ok. Du coup, on va passer sur toujours des questions-réponses d'un point de vue un petit peu plus perso. Ouais. Est-ce que tu peux nous indiquer ton plat préféré? Tout ce qui est cuisine asiatique, Jap. Ok. Ouais, genre sushi. Base, ou cuisine thaï. D'accord. Ça c'est ma vie. C'est ton truc. Ouais. Ok, ton film préféré? Oh, j'en ai pas qu'un, c'est hyper dur. Alors, pour le côté mean fashion girl, très léger, Clueless. Ok, d'accord. Et pour dans quelque chose de plus profond, oh là là, Call Me By Your Name. Ok, ça marche. Ton artiste préféré? Tout domaine confondu, pas forcément musical, vraiment artiste au sens large. J'en ai plein. Je te pose une colle là. C'est hyper dur. Mais si tu devais en choisir qu'un seul? Michael Jackson. Michael Jackson. Ah ouais. Ok, ouais. Numéro 1. Dieu. Ta destination préférée? J'en ai 2, j'ai le droit de dire 2. Allez, 2. La Californie et Bali. Ok, super. Et ta plus grande qualité? Le cœur. Super. En tout cas, merci beaucoup, Rim. Merci à toi. Franchement, c'était un honneur de te recevoir. Ouais, c'était hyper cool. Merci encore à toi de t'être livré sur tes échecs, mais aussi tes réussites. Avec plaisir. Ouais. Est-ce que tu aurais un dernier mot à partager pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Écoute, ceux qui ont appris à te connaître aujourd'hui. Ceux qui ont appris à me connaître aujourd'hui, ce sera avec plaisir de me suivre sur Instagram et de découvrir mes créations. Okay. Et potentiellement mon podcast aussi qui est à venir pour en savoir plus sur la maison et sur les insights. Donc on peut te retrouver sur Insta, ton site. Ouais, et Spotify et Apple bientôt. Ouais. Apple, ok, super, parfait. Exactement. Super. Merci beaucoup en tout cas, Rim, c'était un grand plaisir. À très vite. L'équipe, merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, commenter. On est ensemble, c'est votre photographe préféré. Ciao, ciao.